Allez, c'est parti. On continue sur la vie sociale du cheval. Donc, on va parler des liens sociaux entre les juments d'un même groupe, donc d'une même famille. Elles sont fondées sur des affinités à long terme, donc elles se construisent dans le temps. Les relations de dominance sont plutôt stables et les rivalités peuvent être possibles pour l'étalon en tant que partenaire préféré. Chaque étalon aura toujours une jument avec qui il passera plus de temps. Entre l'étalon familial et ses juments, pareil, ça va être des relations à long terme qui sont entretenues toute l'année. L'étalon va avoir une à deux juments préférées. Et pendant la saison de reproduction, l'étalon propose les interactions sexuelles en s'ajustant en réponse de ses juments. Alors, les liens sociaux vont dépendre donc de l'âge, du sexe, du lien de parenté, du statut reproducteur ou non, du statut social de chaque individu dans le groupe et des affinités individuelles. On continue. Maintenant, on va voir entre la jument et ses jeunes. Donc, il y a un lien d'abord exclusif quand le poulain est né et l'intensité de ce lien exclusif va décroître petit à petit et la jument va laisser accès à son poulain à d'autres membres du groupe. Donc, ça va d'abord être l'étalon et les frères et sœurs utérins qui vont avoir accès au poulain. Et puis ensuite, les autres membres du groupe. Donc, la mère, elle va initier le sevrage quand elle trouvera qu'il est temps. Les tétés vont devenir conflictuels. Et par contre, le jeune, il va garder un lien privilégié avec sa mère jusqu'à la dispersion. Donc la dispersion, c'est quand, je vous rappelle, quand le poulain quitte le groupe familial. Ok. Alors maintenant, les liens sociaux entre l'étalon et ses jeunes. Donc les soins paternels sont exceptionnels pour un mammifère, c'est-à-dire qu'il s'occupe beaucoup de ses poulains. Il les protège et joue un rôle dans l'éducation des jeunes. Donc l'étalon, s'il a besoin, il va ramener les poulains qui s'éloignent un peu trop. On avait vu tout à l'heure la conduite. Il va se servir de la conduite pour ça. Il va les défendre si jamais il y a des prédateurs ou d'autres équidés dans notre groupe qui s'approchent trop. Il va les laisser jouer avec lui. Donc l'étalon joue avec ses poulains. Et il va aussi faire du toilettage mutuel avec eux. Entre maintenant les juments et les autres jeunes. Les juments, elles vont pas trop approcher les autres jeunes en général. Il peut y avoir des menaces de ruade ou des ruades de la part des juments. Il y a assez peu d'interactions. Entre les jeunes d'un même groupe familial, donc le poulain il va se sociabiliser par les interactions et le jeu avec petit à petit, donc d'abord ses frères utérins, comme on avait vu, ensuite les jeunes de son groupe, et pourquoi pas les jeunes des autres groupes quand les groupes se trouvent proches, par exemple quand ils sont au point d'eau. Donc, entre les jeunes, il va y avoir des jeux sociaux, pareil, des toilettages mutuels, explorer les terrains, l'environnement. Et il n'y a pas de relation de dominance entre les jeunes. Alors, on va vous parler un peu de la sociogénèse du jeune cheval. Donc, les relations jeune à jeune sont vraiment un entraînement à la vie sociale. Les relations jeunes adultes, autres qu'avec la mère, vont permettre une canalisation des comportements. Donc, dans les relations jeunes adultes, on va retrouver le snapping, les conduites, il peut y avoir des ruades, etc., etc. Maintenant, entre étalons familiaux et célibataires. Donc, les étalons familiaux, ils vont visiter régulièrement les étalons célibataires. Il va y avoir des parades, des rituels, des combats. Voilà. Ça permet aux étalons des groupes de famille de savoir un petit peu où en sont les étalons célibataires. Et ça permet aux étalons célibataires de s'entraîner, de voir où ils en sont eux aussi. Donc maintenant, si on parle des liens sociaux entre étalons célibataires, il va y avoir des relations de dominance. Le groupe, il va être instable parce qu'il y a des allers-retours d'individus. Les vieux étalons peuvent suivre le groupe d'étalons célibataires en restant proches du groupe, mais en périphérie. Voire ils peuvent vivre par paire ou solitaires séparés du groupe. Et dans les groupes d'étalons célibataires, il va y avoir une prédominance du jeu social, des toilettages mutuels et des conduites.
Donc vraiment, les étalons célibataires, les jeunes, ils finissent leur apprentissage social dans ce groupe. Voilà, ce que je venais de dire. Les comportements d'adultes finissent de se mettre en place et c'est vraiment une phase nécessaire entre la maturité sexuelle vers 2-3 ans quand le jeune quitte son groupe familial et la maturité sociale vers 5-6 ans qui permet aux jeunes étalons d'acquérir une famille. Donc, tous ces liens sociaux dont on vient de parler, ils vont se stabiliser et se renforcer avec le temps. La stabilité de ces liens sociaux, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est là que ça nous intéresse avec nos chevaux domestiques. Ça va entraîner la limitation des conflits, la synchronisation des activités, donc boire au même moment, se reposer au même moment, manger au même moment, etc., etc. Et l'établissement de relations d'affinité. Et ça va permettre au groupe un calme, une sécurité à chaque individu et surtout une cohésion et donc une sécurité du groupe. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, il est important quand on a nos chevaux domestiques, quand on a un groupe qui s'est créé et quand les chevaux s'entendent bien dans la mesure du possible, d'essayer de garder cette stabilité du groupe. Voilà, après, il y a des situations où c'est pas possible, hein, quand il y a des chevaux qui viennent, qui partent. Mais voilà, essayer d'avoir un noyau dur dans ces groupes. Alors, la structure sociale des chevaux est une structure qui est très robuste. Chez les chevaux féraux, donc les chevaux qui vivent dans la nature, les groupes familiaux se créent rapidement et les relations conflictuelles diminuent progressivement. Donc, ce qu'on disait, plus le groupe est stable, moins il y a de conflits. L'étalon, il défend ses juments et les familles sont mobiles et adaptables aux évolutions du milieu. Les groupes qui ont des individus très soudés vont se défendre plus efficacement contre les prédateurs. Donc, en conclusion, la vie des individus dans un troupeau de chevaux est extrêmement riche. Elles vont pardon. Ouais, je suis allée trop loin. Je trouve plus mes mots. Donc oui, je disais que la vie des individus dans un troupeau de chevaux est extrêmement riche parce qu'ils vont avoir leurs ressources à trouver. Ils ont un environnement complexe à gérer. Ils vont pouvoir se déplacer sur l'environnement, gérer les prédateurs, gérer l'ombre, gérer voilà, tout ça. Des relations sociales à construire et préserver, ce qui leur prend pas mal de temps, et aussi des décisions collectives à prendre. Quand est-ce qu'on va boire, quand est-ce qu'on se déplace, quand est-ce qu'on fuit, etc. Donc tout ça nous amène à la conclusion qu'un cheval est vraiment pas fait pour vivre seul ou vivre enfermé. Alors, on en a fini sur le chapitre vie sociale du cheval. Donc, c'était vraiment pour dégrossir un peu le sujet. Et maintenant, on va passer aux conséquences des comportements de prédation. Alors, quels sont les prédateurs d'un cheval dans la nature? Alors ça, on n'en a plus trop chez nous. Des pumas et des loups. C'est les gros prédateurs des chevaux. On oublie aussi souvent les insectes piqueurs qui se nourrissent du sang des équidés. Ça, surtout en ce moment, on en a beaucoup chez nous. Donc, même domestiqués, les chevaux vont garder des comportements de proie, d'animal de proie. Ces comportements vont s'atténuer au fil de la sélection par l'homme et par le dressage. Mais on va avoir des chevaux qui seront toujours très réactifs et très vifs, beaucoup dans la fuite. Donc, on a vu tout le monde sensoriel du cheval, on l'a revu tout à l'heure. Tout ce monde sensoriel, il va lui permettre au cheval de détecter ses prédateurs. Sa morphologie est faite pour qu'il puisse fuir rapidement. Donc, il a des grandes jambes et il peut galoper vite. Le développement rapide du poulain dès sa naissance va lui procurer un avantage pour échapper aux prédateurs. Donc, le poulain, il est très rapidement capable de suivre sa mère s'il a besoin de fuir. La vie en groupe permet de surveiller l'environnement plus efficacement et de prévenir les autres membres du groupe en cas de danger. Donc, il va prévenir on l'a vu aussi dans la communication, par des ronflements. D'ailleurs, j'ai fait une belle faute d'orthographe. Ou des souffles forts associés à des postures. Pareil, grande tonicité musculaire, encolure relevée,
oreille pointée, voilà, tout ça, les autres membres du groupe vont le repérer. Et donc, s'il y a un danger qui est détecté, il va y avoir fuite et s'il n'y a pas possibilité de fuir, une attaque. La plupart du temps, ils se débrouillent pour fuir. Le dressage qu'on amène à nos chevaux peut modifier la réaction spontanée du cheval en situation de peur. Heureusement, sinon on ne pourrait pas monter sur nos équidés. Donc, j'adore cette image avec le petit ver de terre qui bouge et le cheval qui fuit. Ça montre bien comment arrivent les poulains quand ils arrivent au débourrage. Ok. Donc, je vais vous laisser citer des exemples de situations qui peuvent rappeler un cheval un comportement de prédation et donc lui faire peur. Donc, des exemples de situations quand le cheval se retrouve avec un humain et qui pourrait rappeler à ce cheval quelque chose de dangereux pour lui, comme s'il se faisait attaquer par un prédateur et donc il va chercher à fuir. Donc là, les exemples que je vous demande, c'est des situations qu'on rencontre dans la vie de tous les jours avec nos chevaux. Donc, je vous laisse réfléchir 2 minutes à ça. Pendant ce temps, je vais boire un verre d'eau. Et je reviens pour vous donner des indications. Me revoilà. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de finir, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour discuter entre vous, voir aussi avec Maud les idées qu'elle pourrait avoir. Et dès que c'est OK, vous pouvez remettre la vidéo en route et on continue. Alors, dans les comportements auxquels je pensais, il y a par exemple prendre les pieds du cheval. C'est un geste qui nous paraît anodin parce qu'on le fait tous les jours. Mais un cheval qui se retrouve sur 3 pattes, il n'est pas capable de fuir. Donc, s'il sent un danger, il peut se sentir encore plus en danger. Donc ça, c'est intéressant d'en prendre conscience parce qu'un cheval qui ne veut pas donner les pieds, il faut peut-être se poser la question. Alors bon, bien sûr, on élimine les douleurs. Voilà, on vérifie qu'au niveau santé, il n'y a pas de souci. Si c'est un cheval qui ne sait pas faire, il faut prendre le temps de lui apprendre. Mais si tout d'un coup, mon cheval ne donne plus le pied, peut-être réfléchir, est-ce qu'il ne s'est pas fait peur dans une situation où il y a eu un gros bruit, quelque chose qui lui a fait peur, il n'a pas pu fuir. Voilà, tout ça, c'est intéressant de le garder en tête. Le fait de tirer sur la longe, c'est pas très naturel pour un cheval. Alors ça s'apprend avec l'éducation, bien sûr, il apprend à céder à la pression de la longe. Mais s'il se retrouve, bloqué en bout de longe, il peut se sentir prédaté. Le fait en tant que cavalier de s'accrocher aux rênes, ça en revient à tirer sur la longe. S'accrocher avec les jambes, exactement pareil. Tenter d'immobiliser un cheval par la force. Pour le cheval, dans sa nature, ça reste un animal de proie. Se faire immobiliser par force, il ne va pas trop apprécier. Alors j'exagère dans les termes, mais malheureusement ça existe encore. Le frapper pour le faire avancer, c'est pareil, c'est pas naturel. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de fuir. Voilà quelques idées, il y en a encore plein et je pense que vous en avez trouvé d'autres en discutant entre vous. Alors, les conséquences de tout ça. Le cheval va prendre peur de son cavalier. Je prends l'exemple des clients, je ne peux plus attraper mon cheval au pré. Quand je l'approche, il fuit. Quand je veux monter dessus, il se cabre, etc., etc. Le cheval cherche à fuir la situation qui lui est imposée par tous les moyens. Donc, tous les moyens, c'est je fuis. Si je ne peux pas fuir, qu'est-ce que je fais? Je cabre, j'attaque. Ou je donne des coups de pied. Il va résister aux aides et se défendre. Tirer au renard, se cabrer, s'acculer en marche arrière, etc. J'ai eu un cas l'an dernier, un cheval qui était débourré, mais à chaque fois qu'on montait dessus, il reculait à fond, à fond, à fond. Presque, il reculait au galop. C'était un peu embêtant, on ne pouvait rien faire avec lui. En fait, dès qu'il avait le cavalier dessus, il était en panique et comme le cavalier tirait sur la reine, il ne pouvait pas fuir devant, il s'est mis à fuir en marche arrière. Donc ça se retravaille et aujourd'hui, il est montable ce cheval, mais il a fallu le rééduquer. Et surtout, il a fallu poser des bonnes bases de confiance qu'il n'y avait pas entre l'humain et le cheval. L'attention du cheval, elle va être détournée loin de l'exercice et focalisée sur le stress. Un cheval qui est en stress, qui a peur de quelque chose, vous pourrez essayer de lui apprendre un exercice, il ne sera pas concentré. C'est comme un enfant qui regarde par la fenêtre et qui se dit « Oh cool, la récré, c'est bientôt, j'ai envie de jouer dehors. » Bon, la leçon d'histoire géo, il n'aura pas retenu grand-chose. Donc le cheval, c'est pareil. Moi, je vous parle quand on fait les exercices. Ok, vérifiez que vous avez la connexion avec votre cheval, qu'il est bien concentré avec vous.
Et là, si ce n'est pas le cas, ben, il va falloir gérer sa peur avant de vouloir lui apprendre autre chose. Donc, c'est ce qu'on disait, le cheval, il n'est plus dans l'apprentissage, voire il va régresser. Et bien sûr, il peut se faire mal, vous faire mal, ou se blesser lui-même. Donc, voilà un petit peu les conséquences des comportements de prédation. Donc, c'est bien d'en avoir conscience pour pouvoir réagir aux situations quand il y a besoin. Donc, tout ça pour conclure qu'avec nos chevaux, on va agir plutôt en professeur, leur proposer des choses et leur laisser le temps de comprendre nos demandes. Et en plus d'éviter des situations de conflit, ben, ça va renforcer notre relation, ça va renforcer sa motivation et la confiance qu'il porte en son cavalier ou en son humain à côté. Là, vous voyez un cheval au débourrage qui sort de son pré et qui vient découvrir cette bâche. Alors lui, il n'avait pas trop peur, donc je n'ai pas mis de nourriture dessus. Mais il arrive que je leur mette de la nourriture dessus pour comment dire, les attirer un petit peu vers la bâche, sans agir moi-même. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde, ces conséquences des comportements de prédation? J'ai vraiment fait un résumé, c'est juste voilà, pour en prendre conscience. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de discuter un petit peu avec vous, de poser des questions à mode ou entre vous, voilà, de réagir à ce qu'on vient de dire. Et ensuite, on passera à comment devenir un référent pour votre cheval. Donc on enchaîne. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un référent pour son cheval? Pour moi, quand je travaille un cheval, il doit pouvoir me faire confiance à tout moment. Tout comme il ferait confiance au leader de son troupeau ou de son groupe d'ailleurs. Il y a une erreur dans ma phrase. Au leader du groupe familial. Ce leader, il sait prévenir et protéger en cas d'un danger. Donc, si vous voulez être référent de votre cheval, ça va devenir votre rôle de prévenir votre cheval et le protéger d'un danger. Comment on va arriver à faire ça? Bonne question. On va commencer par avoir un dialogue clair et respectueux. Alors, le dialogue clair et respectueux, il va passer par beaucoup d'observations. Donc, vous allez observer sur votre cheval ses attitudes, l'environnement, donc le vôtre qui est aussi le sien quand vous êtes en séance avec lui. Pourquoi on va observer l'environnement? Parce que ça va nous permettre d'anticiper ses réactions. Si je suis focus sur mon exercice, focus sur mon cheval et que je n'ai pas conscience de ce qui se passe autour, je ne vais pas pouvoir prévoir le chien qui arrive et qui traverse la carrière au galop. Et donc, mon cheval va s'enfuir quand ça va arriver. Alors que si je travaille mon cheval et que j'ai une partie de mon attention qui est aussi sur « Ah tiens, là-bas, il y a un chien qui arrive. Bon, peut-être qu'il va traverser ici. Ok, il arrive vers ici. Bon, ben, j'arrête mon exercice, je rassure mon cheval, je le mets comment dire, en position pour qu'il puisse voir le danger arriver. Hop, le danger passe et on reprend l'exercice. Donc ça va éviter déjà une peur, un conflit. L'observer, ça va être aussi passer du temps avec lui. Tous les chevaux réagissent un peu différemment. Vous, si vous l'observez, vous allez arriver à le connaître de mieux en mieux et pouvoir adapter vos réactions de mieux en mieux aussi. Ça va aussi, le dialogue clair et respectueux va passer par votre attitude. Quand j'interagis avec un cheval, il vaut mieux que je sois calme, patient, détendu, avec de l'énergie, parce que si je suis tout mou, mon cheval il va faire pourquoi je ferai un effort, elle n'en fait pas. Éviter les mouvements parasites. Par exemple, alors je vous parle souvent d'énergie. Dans le travail en liberté, je veux que mon cheval fasse un départ au pas ou au trot. Et moi, je suis comme ça, avachie, en mode marcher. Le cheval, il va me regarder, il va faire je vais avoir du mal à y aller. Si je suis dans une attitude redressée, je vais faire marcher et vraiment que je mets de l'énergie dans ma voix, dans mon corps, ça va être beaucoup plus compréhensible pour mon cheval. Donc voilà un petit peu ce que j'appelle avoir de l'énergie. Être attentif, quitte à faire des pauses régulières. Hein. Quand je vous fais faire des pauses, ce n'est pas que pour vos chevaux, c'est aussi pour vous. Éviter la violence et l'agressivité, bien sûr. Alors, ça vous paraît évident, mais quand on n'y arrive pas, on ne comprend pas pourquoi, voilà, on commence à râler, on peut se dire, oh, j'ai envie de me mettre un coup de jambe, un coup de cravache, c'est pas toujours la solution. Des fois, il vaut mieux faire une pause, essayer de comprendre pourquoi le cheval ne nous répond pas ou ne nous comprend pas,
Et très souvent, cette pause, elle va être très bénéfique pour vous et pour le cheval. Elle va vous permettre de faire le point et de trouver une solution dans le calme, la patience et l'énergie. Et utiliser les moyens de communication qu'on a vus au savoir 1 et qu'on a revus juste en amont dans la première vidéo. Je vous les rappelle? Allez, rapidement, un petit rappel. Donc, vous avez la voix par les mots et les sons. Vous avez le langage du corps par votre regard, par vos gestes, par votre positionnement. La position dans l'espace par rapport au cheval. Donc, en ça, c'est quand vous êtes en travail à pied ou en liberté. Votre intention, très important. Il faut savoir ce que je veux demander à mon cheval avant de lui demander. Sinon, ça ne va pas fonctionner. L'énergie, on en a parlé tout à l'heure, et votre respiration. Votre respiration, elle peut vous aider à être calme, à être détendu. Des fois, c'est pas toujours facile, hein. Moi, la première, quand j'ai un cheval qui est zébulon à côté de moi, bon, ben, le rythme cardiaque, il augmente, je respire un peu plus vite. Ok, ben, c'est pas grave, j'en prends conscience. S'il y a besoin, je laisse mon cheval, je fais une petite pause, je respire, je me calme et j'y retourne. Ok. Donc, votre but, quand vous interagissez avec un cheval, le vôtre ou un autre, ça va être de le faire progresser. Alors, vous allez me dire, quand je prends un cours d'équitation, c'est moi qui dois progresser. Oui, mais c'est un binôme, donc ça va ensemble. Pour arriver à progresser, alors que vous ayez votre cheval ou que vous travaillez avec des chevaux qui ne sont pas à vous, il va falloir organiser vos séances. Donc ça, quand vous êtes en cours, c'est souvent le rôle de l'enseignant. Mais vous pouvez aussi avoir des attentes et en discuter avec lui. Donc, organisez vos séances, variez les thèmes de séance, sinon les chevaux vont s'ennuyer, vous aussi. Si mon cheval ne comprend pas, je décompose l'exercice. Si je travaille au clicker, je reprends mes règles du clicker. Est-ce que j'ai bien respecté toutes mes règles? Répétez l'exercice jusqu'à ce qu'il soit acquis. Une fois qu'il est acquis, je pourrais mettre un commandement et petit à petit enlever mon clicker. Tant que ce n'est pas acquis, c'est même pas la peine d'y penser. Rendre les séances intéressantes, voire amusantes. Le but, c'est aussi de s'amuser avec nos chevaux. Pourquoi? Parce que si c'est pas intéressant, si je fais toujours la même chose, 40 cercles à gauche, 45 cercles à main droite, mon cheval, au bout d'un moment, il va faire... Alors, soit il va s'éteindre, soit il va essayer de fuir, soit il est gentil, il fait, mais il va vite lui tarder de retourner dans son pré ou son paddock. Observez votre cheval, adaptez-vous à ses réactions et surtout, pensez à quoi? À capter son attention. Ok, si vous faites tout ça, déjà, vous aurez normalement un cheval attentif qui est serein, confiant et respectueux. On peut prendre un exemple pour votre prochaine séance avec votre cheval ou le cheval avec lequel vous travaillez. Pour organiser votre séance, vous pouvez prendre le point de départ. Ok, j'en suis là avec mon cheval, il sait faire ça, il ne sait pas faire ça. Mon objectif, c'est d'arriver à ça. Alors l'objectif, il peut être à 10 séances, il peut être juste pour la séance. Sachant que le but, ce n'est pas d'atteindre l'objectif, c'est par où je suis passée et comment j'évolue. Alors vous allez me dire, le but final, c'est d'atteindre l'objectif, mais si on ne l'atteint pas dans la séance, ce n'est pas grave. Et pour atteindre cet objectif, je vais peut-être faire 3 exercices à mon cheval dans la séance. Je fais le premier, ça se passe bien. Je passe au deuxième, ça se passe bien. Je complique un peu, je passe au troisième. Ah, ça bloque sur le deuxième, ok, ben, je vais varier un peu et tant pis, le troisième, je le ferai une prochaine fois. Et vous pouvez commencer à préparer vos séances comme ça. Donc, soit avec les exercices qu'on a vus en cours, soit avec des exercices que vous inventez. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc là, on a vu comment devenir le référent de son cheval. Il nous reste encore la partie, les différents types de conduite à pied et l'alimentation. Donc, on va au moins faire les différents types de conduite à pied sur cette vidéo, puis je verrai s'il faut faire une autre vidéo ou pas. Ok, je les fais courtes les vidéos, comme ça, s'il y a un problème d'enregistrement, je n'ai pas 4 heures de cours à refaire. Allez, on continue. Si vous avez besoin de mettre sur pause et faire une pause, vous n'hésitez pas. Les différents types de conduite à pied et leur intérêt. Alors, on va voir comment se placer par rapport au cheval selon les circonstances quand vous êtes à pied à côté de lui. Alors, quand j'amène mon cheval au pré, donc là, on suppose qu'il y a un licol, une longe et je suis à côté de lui.
enfin à pied à côté de lui, où est-ce que je vais me placer? Je vous laisse réfléchir. Bah, tiens, je vais vous donner plein d'exemples et vous laisser réfléchir, puis on les reprendra après. Quand j'ai mon cheval en main, je suis en descente. Où est-ce que je me place? Pourquoi? J'ai un petit cheval foufou que je ne connais pas à côté de moi. Où est-ce que je me place? Pourquoi? J'ai un jeune cheval ou un cheval timide. Où est-ce que je me place par rapport à lui? Et là, je suis en travail à pied, en l'école ou en filet. Alors, normalement, on a fait ça ce matin et hier. Donc, vous savez où vous vous placez. OK. Donc là, je vous laisse mettre sur pause, réfléchir entre vous où vous vous placez en fonction de votre cheval. Puis ensuite, on va voir ensemble où est-ce qu'on peut se placer. Alors moi, je vais vous faire des propositions. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, ben, on pourra en discuter lors des questions-réponses ou sur le groupe. Vous pouvez me poser vos questions. OK. Donc là, je suis en main à côté de mon cheval. Je veux l'amener au pré. Où est-ce que je vais me placer? Alors moi, je vais plutôt me placer à côté de lui, à hauteur de sa tête. Ce qui me semble essentiel, c'est de ne pas être trop devant à le tirer. Moi, j'ai envie que mon cheval il soit motivé. Alors, pour aller au pré, normalement, il est motivé. Voilà, qu'il se tienne de lui-même, qu'il ne soit pas trop devant, pas trop derrière. Maintenant, je suis en descente, à pied à côté de mon cheval. Moi, je vais avoir tendance à me placer devant lui. Alors là, je vous parle de vos chevaux que vous connaissez. Pourquoi devant lui? Parce que si je suis à côté, ben, il peut accélérer, me passer devant, et là, je me retrouve au postérieur. Si je me mets devant lui, alors ça, je le fais bien sûr avec un cheval qui me fait confiance et qui me respecte, parce que si vous avez un cheval que vous ne connaissez pas, qui a peur de quelque chose, il peut vous passer dessus. Si je me mets devant lui, j'aurai plus de facilité à lui dire « Oh, oh, ralentis ». Et puis, je n'ai pas de risque si jamais... enfin voilà, je ne peux pas me retrouver derrière ces posters. J'ai un petit cheval foufou que je ne connais pas. Alors là, je vais avoir tendance à me mettre un peu plus loin de lui. Autant les chevaux que je connais, je peux être à l'épaule ou presque collée à l'épaule. Autant un cheval que je ne connais pas, je vais peut-être me mettre à 1 mètre, garder un peu de longe entre nous deux. Voilà. Pourquoi? Parce que foufou, s'il commence à mettre des coups d'intérieur, au moins je serai hors de portée. Je garde quand même la tête vers moi parce que les petits cheval foufou, s'il se tourne et qu'il essaie de me botter parce que je ne le connais pas, il n'aura pas accès à moi. Il bottera plus loin. Ok, maintenant un jeune cheval ou un cheval timide. Alors moi j'aime bien les jeunes chevaux, leur apprendre à passer devant moi. C'est-à-dire, vous pouvez regarder les photos à droite. Sur la photo du haut, c'est un poulain très très timide qui était en tout début de débourrage. Un très jeune poulain qui avait 3 ans. D'ailleurs, on voit que physiquement, il n'a pas fini de grandir. Et ce cheval était très timide, très anxieux. Et là, on voit sur la photo que je l'incite avec mon bras tendu à passer devant moi. Et donc, on ne voit pas, mais j'ai cliqué récompenser cette action. Parce que pour lui, avoir vraiment sa tête, son encolure devant, c'était très compliqué. Ok. Et ça vous aidera, du coup, une fois que vous serez en selle, ça apprend déjà au cheval à passer devant. Donc, il aura moins de difficultés à comprendre que l'humain est passé en selle. Parce que là, bah, vous n'êtes plus à côté de lui. J'ai mon chat qui vient nous aider à faire la vidéo. Tiens. Non, bon, elle veut pas venir. Ok. Et il nous reste en travail à pied, en l'école ou en filet. Où est-ce que je vais me placer? Ben là, on va prendre en exemple la deuxième photo. Ben finalement, c'est un petit peu comme le jeune cheval. Je suis peut-être un peu plus en avant. Je vais être à son épaule, légèrement en arrière de son épaule. Que vraiment, c'est pareil, hein, c'est toujours un souci que le cheval devienne autonome dans son travail et que je ne sois pas tout le temps en train de le tirer. Je ne supporte plus les gens qui ont leur cheval derrière eux avec la longe tendue et le cheval le bout du nez comme ça qui suit parce qu'il est tracté. Puis bon, il fait 500 kilos, donc s'il n'a pas envie de vous suivre, il ne vous suivra pas. Ok, donc en résumé, c'est intéressant que votre cheval, il apprenne à être conduit de toutes ces manières-là. Comme ça, le jour où vous avez besoin, votre cheval a l'habitude que vous soyez à côté, que vous soyez devant, que vous soyez, pourquoi pas, derrière, à distance. Là, on parle par exemple des longues graines. Voilà, toutes ces choses-là, moi, je trouve intéressant que le cheval les apprenne à pied avant même de monter dessus.
Ben voilà, je vous avais écrit la conclusion. Ok, donc ça c'était une petite partie rapide. On va passer aux notions d'alimentation. Alors, donc c'est vraiment des notions qu'on voit là au savoir d'eux. Je vous donnerai des références ensuite pour aller creuser plus loin cette notion qui est assez intéressante et on peut y passer des heures et des jours à, à creuser le sujet. Donc, dans la nature, notre cheval, il mange 15 à 16 heures par jour, donc environ 60% de son temps. Il passe jamais plus de 3 heures sans manger. Il va manger comment? Ben, en marche. Je mange une touffe d'herbe, j'avance un peu, je mange une autre touffe d'herbe, j'avance un peu. Donc, il est en mouvement. Et surtout, il va trouver une grande diversité de ressources alimentaires. Ce que je vous disais, la prairie, vous avez l'impression que c'est que d'herbes vertes, mais dans ces herbes vertes, il y a plein d'espèces différentes. Donc, en gros, nous, ce qu'on va essayer de reproduire, ben, c'est ces 4 points. Dans la mesure du possible, bien sûr, mais pour nos chevaux domestiques et pour leur santé, plus on se rapproche de ces 4 points, mieux c'est pour le bien-être de notre cheval. Alors, pourquoi c'est important? Notre cheval, il a un petit estomac, donc environ 18 litres, qui va se vider en 2-3 heures. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, dans la nature, il passe son temps à manger, une grande partie de son temps. Donc, il n'a pas besoin d'un gros estomac vu qu'il a toujours des apports. Cependant, l'estomac, une fois qu'il est vide, il va y avoir toujours des sucs gastriques qui vont se produire et ça va créer un inconfort chez le cheval. Comme vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu des brûlures d'estomac, ce n'est pas très agréable. La salivation est très importante pour le cheval parce que ça va lui permettre de commencer la digestion. Elle est très importante aussi chez l'humain. C'est la naturopathe qui parle. Si vous avalez tout cru votre nourriture, votre estomac a intérêt à être costaud pour digérer. Alors, pourquoi ça va être important aussi de passer du temps à manger? Pour l'usure des dents. Vous savez, on l'a vu au savoir 1, il me semble, que les dents poussent en continu chez le cheval. Donc, plus il va mâcher, plus elles vont s'user et moins vous aurez besoin de faire passer le dentiste sous. Ok. Donc, malgré l'évolution génétique, le cheval, bah, il reste comme autrefois sur le plan physiologique. Il n'a pas évolué. Alors, ce qui est important à savoir aussi quand on parle d'alimentation, c'est que 2 chevaux identiques, alors quand je dis identiques, c'est de même race, de même sexe, de même âge, de même morphologie, etc. Donc sur le plan physique, ils auront 2 rations différentes. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas profiter de la même manière. On peut comparer aux humains, ça. Hein. Moi, je suis toute grande, toute fine, pourtant je mange comme 4. Et ben, peut-être que je ne profite pas assez. Ok. Donc, l'alimentation, ce n'est pas seulement une histoire de calories, de protéines, de minéraux, de vitamines, de fibres, etc. Mais c'est aussi la manière dont on distribue la ration et dont le cheval occupe son temps. Si mon cheval il mange dans des conditions de stress, je prends un exemple, il vient en écurie, la brouette qui arrive, oh, vite, 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 est-ce que je vais avoir ma ration? Je suis le dernier des écuries, je suis nourri en dernier, ça me fait stresser. Autre exemple, je viens en troupeau, on est 5 ou 6, et je suis le dominé. Mes propriétaires ou les gens de la pension mettent la ration de chacun. Et moi, je sais très bien en tant que cheval, je vais avoir le temps de manger 3 bouchées. Le dominé, il aura fini de manger, il va me piquer ma ration. Donc ça, c'est stressant aussi. Donc bien réfléchir. Alors soit on sépare les chevaux pour la nourriture, soit on distribue dans un sens. Enfin voilà, il y a plein de solutions à mettre en place pour que chaque cheval puisse manger dans le calme. Et dont le cheval occupe son temps, ben, dans certaines écuries, certains endroits, il a sa ration ou son foin. Une fois que le tas de foin est fini ou la ration est finie, ben, il a toute la journée à passer sans manger. Et là, ça veut dire que ben, il va falloir qu'il s'occupe d'autre chose et on ne sera pas à 15-16 heures de temps d'alimentation par jour. Alors, le mode de vie, il va influencer le budget temps du cheval. Le budget temps, c'est comment le cheval répartit sa journée. Donc, le temps qu'il passe à manger, le temps qu'il passe à dormir, le temps qu'il passe à se gratter, à faire de la grooming, le temps qu'il passe à travailler avec vous, le temps qu'il passe à uriner, etc., etc.
Et donc, ce mode de vie va influencer par le budget temps du cheval, son temps d'alimentation, qui est la base d'une gestion optimale de son bien-être, à mon avis. Alors, quand on parle d'alimentation, on va aussi parler de troubles physiologiques associés. Très souvent, on entend parler de coliques, de fourbure ou d'ulcération gastrique. Alors, toutes ces choses-là, si déjà on respecte les points qu'on a vus en amont et qu'on fait attention à l'alimentation et au mode de vie de son cheval, les risques de ces troubles physiologiques vont être fortement diminués. Alors, à moins que le cheval ait de gros antécédents, voilà. Donc, pour prévenir ces pathologies physiques et des pathologies comportementales, et bien sûr améliorer le bien-être de vos chevaux, parce que c'est notre but à chacun, il va falloir qu'il trouve des fibres dans sa ration. Pourquoi? Parce que le cheval mange énormément de fibres. Il va falloir que les repas soient répartis. Si vous n'avez pas la possibilité de laisser manger ou pâturer votre cheval en permanence, bien répartir les repas au maximum. Il va falloir qu'il trouve une diversité alimentaire. Donc, je sais que ce n'est pas évident, mais pourquoi pas lui donner plusieurs types de foin, si jamais votre cheval est au foin. Limiter l'amidon au maximum. Il faut que le cheval ait un accès, bien sûr, à l'eau quand il veut en ligne illimitée. Et, si possible, disposer la ration de son cheval au sol. Ça permettra au cheval de la valoriser au mieux. Ok. Alors, quand je dis au sol, c'est à hauteur de sol. Hein. Ça peut être dans un seau, mais qu'il n'ait pas la tête en haut comme une girafe pour manger. Alors, je vous avais dit que c'est vraiment des notions. Je vous propose, pour aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés, il y a ces deux livres qui sont très, très complets. Après, il y en a des plus simples, mais ceux-là, vous trouverez vraiment tous les outils dedans. Ou alors, il y a Sabrina, oh, j'ai fait une faute, je crois que c'est Perry, qui propose une formation qui s'appelle Nourrir son cheval comme un cheval, qui est assez sympathique, qui est en ligne, qui n'est pas très, très longue, qui est une bonne approche aussi à tout ça.